La nuit, lorsque l'horloge du palais sonna la 3e heure, un cri retentit dans les appartements de l'impératrice, un cri sec, sourd, comme étouffé, dans sa gorge. Les serviteurs qui montaient la garde, derrière la porte, n'osaient pas entrer. Depuis plusieurs semaines déjà, une odeur âcre, mêlée à une odeur métallique de sang et à une puanteur sucrée de chair en décomposition, régnait dans ces appartements. Seul le médecin personnel, tremblant, franchit le seuil. Sur le lit, parmi les draps emmêlés, gisait une femme dont le visage avait perdu la moitié de ses traits humains. La peau de ses joues était écorchée, laissant des taches sombres. Ses lèvres étaient gercées jusqu'au sang. Ses yeux étaient injectés de sang. À côté, sur une table, se trouvait une coupe en argent, contenant un liquide épais et grisâtre, le remède que l'impératrice elle-même avait ordonné de lui donner 3 fois par jour. Il s'agissait de cinabre broyé mélangé à du vin, un remède à base de mercure, prescrit pour chasser la bile noire et purifier le sang. Sa maladie avait commencé imperceptiblement, à la fin de l'automne, par un léger tremblement des mains et une pâleur que les courtisans attribuaient à la fatigue. Les médecins lui prescrivaient des infusions de genévrier et des poudres de minéraux broyés, affirmant que ces remèdes fortifiaient l'esprit et protégeaient contre la pourriture, comme ils appelaient la décomposition interne de l'organisme. L'impératrice croyait au pouvoir des métaux, estimant que le corps pouvait être refondu et renouvelé. Les premières doses de mercure ne provoquèrent qu'une somnolence, mais à la fin de l'hiver, ses cheveux commencèrent à tomber par touffes, ses gencives enflèrent et se mirent à saigner, et son haleine prit une odeur persistante de métal et de pourriture. Les serviteurs remarquaient qu'elle se levait brusquement la nuit, se saisissait la gorge comme si elle étouffait et murmurait des mots incohérents, appelant parfois par leur nom des parents décédés depuis longtemps. Chaque jour, son élocution devenait de plus en plus inintelligible et ses mouvements brusques et incontrôlables. Les médecins expliquaient cela par les émanations de la maladie et continuaient à lui administrer des doses de plus en plus concentrées. L'un des jeunes médecins, venu de province, écrivait dans un rapport à son mentor « J'ai vu la peau de ses avant-bras devenir gris-bleu comme gelée et des bandes sombres apparaître en dessous, semblables à des veines de bois pourri. Ses doigts ne se tendent plus, ses articulations sont raides et douloureuses au toucher. L'accès à ses appartements était strictement limité. Sur ordre du chef de la garde du palais, seules 2 dames de compagnie et 3 serviteurs, soigneusement fouillés avant d'entrer, étaient autorisés à approcher l'impératrice. Toutes les conversations se faisaient à voix basse afin de ne pas déranger la malade. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ces restrictions n'étaient en réalité pas nécessaires pour assurer sa tranquillité, mais pour cacher à la noblesse et aux ambassadeurs l'état réel de la souveraine. Au cours de ces mêmes semaines, des réunions secrètes ont commencé dans les couloirs du palais entre les héritiers et les proches qui discutaient de qui prendrait le pouvoir si l'impératrice venait à mourir subitement. Son cousin, soutenu par les partisans de l'ancienne noblesse, affirmait que la maladie était une punition divine pour ses alliances avec les réformateurs et que le pouvoir devait revenir aux fidèles serviteurs des anciennes lois. Dans le même temps, les partisans du fils de l'impératrice, encore adolescents, préparaient leur propre plan pour conserver le trône, notamment en négociant avec d'influents commandants militaires. Les notes de la femme de chambre, retrouvées plus tard, contiennent les lignes suivantes. « Aujourd'hui, en changeant ses draps, j'ai vu que la peau de ses pieds était craquelée et que des croûtes noires s'étaient formées dans les fissures, d'où émanaient
une odeur insupportable. À chaque mouvement, elle gémissait doucement, mais ne permettait pas d'interrompre le traitement. Elle ordonnait de lui frictionner les pieds avec une pommade chaude à base de plomb broyé. On dit que cela doit extraire la maladie à travers la peau. Après ces frottements, les crevasses ne faisaient que s'aggraver et les tissus autour noircissaient. Les médecins expliquaient cela par un signe de purification, tout en détournant le regard. Au début du printemps, l'impératrice a commencé à avoir des convulsions. Parfois, son corps se tordait tellement qu'on aurait dit que sa colonne vertébrale allait se briser. Pendant les crises, 2 serviteurs la maintenaient, tandis que le médecin lui versait dans la bouche une teinture épaisse d'opium pour apaiser la douleur et l'endormir. Après ces remèdes, elle restait allongée, sans bouger, mais sa respiration devenait lourde et sifflante. Dans le palais, on murmurait de plus en plus souvent que la mort était proche et qu'il fallait se dépêcher de prendre une décision concernant la régence. Cependant, personne n'osait en parler ouvertement tant que la souveraine était encore en vie. À la fin du 42e jour de maladie, elle ne se levait plus de son lit. Son corps était enflé, en particulier son visage et son ventre, et la peau de ses mains et de son cou avait noirci. Les médecins se mirent à discuter entre eux pour savoir s'il fallait continuer le traitement à la mercure. Le plus âgé d'entre eux déclara que l'arrêt du traitement donnerait lieu à des accusations de trahison et de sorcellerie si l'impératrice venait à mourir. Ils augmentèrent donc les doses, prétextant que le poison, s'il est administré à temps, peut devenir un remède. À la même époque, dans la salle voisine, derrière de lourdes portes, se réunirent les conseillers de confiance et la garde. C'est là que fut soulevée, pour la première fois, la question de savoir qui et comment annoncerait la mort afin d'éviter des troubles. Mais tant que l'impératrice était en vie, ses souffrances furent cachées derrière un voile de silence et des portes closes. Au matin de la 6e semaine de maladie, il devint évident que l'impératrice ne pouvait plus parler de manière cohérente. Ses lèvres bougeaient constamment, mais seuls quelques sons sourds et rauques s'échappaient de sa bouche, comme si elle se noyait dans sa propre salive. Son regard errait, s'attardant parfois sur un coin vide de la chambre où, selon ses murmures, se tenaient des silhouettes noires couronnées. Les femmes de chambre, qui changeaient les bandages sur ses mains, racontaient que la peau s'y détachait par lambeaux, laissant apparaître un tissu humide et suintant, qui dégageait une odeur nauséabonde. Les médecins continuaient dans les saignées quotidiennes, affirmant que l'excès de sang chaud empêchait la guérison. Un liquide sombre, presque noir et épais, s'écoulait de ses veines fines, après quoi l'impératrice était prise de frissons. Les jours où son état empirait, on apportait dans la chambre des brûle-parfums remplis de fumée de vermifuge et de genévrier afin de chasser l'esprit maléfique de la maladie. Cependant, la fumée l'étouffait et l'impératrice se mettait à tousser si fort que des caillots de sang apparaissaient dans ses crachats. La garde fut renforcée dans les couloirs autour des appartements. Toute tentative des serviteurs de transmettre des lettres ou des rumeurs sur l'état de santé de la souveraine était punie par l'exil ou la flagellation. L'un des gardes, interrogé plus tard, déclara « On nous a ordonné de ne laisser entrer personne, même s'il s'agissait de princes proches ou de membres de la famille. On nous disait que la maladie était contagieuse, mais nous comprenions qu'il ne s'agissait pas d'une contagion. » En réalité, à cette époque, une lutte ouverte mais silencieuse pour le pouvoir faisait rage dans le palais. Les conseillers de l'impératrice se disputaient à la succession.
Certains voulaient reconnaître immédiatement le fils comme souverain. D'autres gagnaient du temps pour présenter leur propre candidat. Dans la chambre à coucher, le corps humain se décomposait lentement. Les ongles de l'impératrice devinrent cassants et tombèrent. Sa langue se couvrit de profondes fissures. La nourriture qui lui était servie restait intacte. Elle ne pouvait avaler que du bouillon liquide ou du vin mélangé à des remèdes broyés. On trouvait, sur les oreillers, des traces de sang et de pus provenant des plaies sur l'arrière de la tête et le cou, causés par l'immobilité. Les rapports du trésorier décrivent comment il fallait dépenser des sommes considérables pour acheter des encens, des tissus coûteux et des bougies afin de masquer un peu la puanteur dans ses appartements. Mais même cela ne suffisait pas. L'odeur se répandait dans le couloir et les gardes s'efforçaient de faire leur ronde en se détournant de la porte. Au milieu de la 7e semaine, l'impératrice tomba dans un état que les médecins qualifièrent de demi-sommeil. Elle pouvait rester allongée pendant des heures, les yeux ouverts, sans réagir à ce qu'on lui disait. Seules, quelques crises de peur intense la secouaient parfois. Elle criait qu'on essayait de l'étrangler, arrachait des mains des médecins les cuillères contenant des décoctions et exigeait qu'on lui apporte une icône du Sauveur. L'un des prêtres autorisés à lui donner l'absolution nota dans ses notes. Elle tremblait comme une feuille et demandait sans cesse si le Seigneur lui pardonnerait les secrets que seuls les murs du palais connaissaient. Lorsque je lui demandais de les révéler, elle se couvrait le visage de ses mains et disait qu'elle n'en avait pas la force. À cette même époque, dans des parties reculées du palais, des militaires se joignirent aux négociations secrètes. Le commandant de la garde avait déjà reçu l'ordre, en cas de décès, de fermer immédiatement les portes de la ville et de prendre le contrôle du trésor. En apparence, tout restait calme. Mais à l'intérieur du palais, tout le monde savait que les jours de la souveraine étaient comptés. Pour justifier leur impuissance, les médecins commencèrent à dire que la maladie était un châtiment divin et que la seule chose à faire était de soulager ses souffrances avec de l'opium et de lui frictionner la peau avec des pommades à base de soufre et de plomb. Ces traitements ne faisaient qu'aggraver ses brûlures et ses ulcères. Une nuit, une femme de chambre remarqua que la peau du ventre de l'impératrice était devenue si fine que l'on pouvait voir les veines bleues et, sous celles-ci, des taches sombres ressemblant à des hématomes internes. Sa respiration était saccadée et ses lèvres étaient bleues. Mais même dans cet état, on continuait à lui donner de la poudre de mercure en lui assurant qu'il était trop tard pour reculer. Dans les rapports retrouvés plus tard dans les archives, l'un des courtisans écrivit « La souveraine n'est presque plus humaine, mais une coquille vide. Elle vit de la peur, la sienne et la nôtre. Tant qu'elle respire, personne n'osera la déclarer morte, même si ses yeux sont déjà éteints. » Au matin de la 8e semaine, la maladie avait atteint son paroxysme. L'impératrice ne pouvait plus bouger seule. Ses bras et ses jambes étaient tordus par des convulsions. Ses articulations étaient enflées, la peau de ses tibias était craquelée et un liquide trouble s'écoulait des fissures. Ses lèvres étaient recouvertes de croûtes de sang et ses gencives étaient tellement pourries que ses dents bougeaient et tombaient lorsqu'elle toussait. Ses yeux étaient à demi clos et ses pupilles réagissaient mollement à la lumière. Les médecins, bien que conscients que la fin était proche, continuaient le rituel, lui faire boire du vin mélangé à de la vermifuge afin de mener le traitement à son terme. Une odeur lourde et visqueuse, mêlée à la fumée de la résine brûlée pour éloigner
l'esprit de la mort régnait dans la pièce. Les serviteurs essayaient de changer ses draps, mais en moins d'une heure, ils étaient déjà trempés de sueur, de pus et de taches de sang. On ne touchait son corps qu'avec des gants pour éviter toute contamination, même si beaucoup savaient que le poison mercurien ne se transmettait pas comme une infection. Au cours des derniers jours, elle a commencé à avoir des accès de délire si violents que, sur ordre du garde, 2 hommes armés ont été postés à sa porte. Elle criait qu'on essayait de l'empoisonner, exigeait de voir son fils, mais les gardes ne laissaient pas passer l'héritier, les conseillers craignaient que le jeune homme profite de cette rencontre pour se proclamer souverain alors que sa mère était encore en vie. Au cours d'une de ces crises, elle arracha de son cou la croix qu'elle portait depuis son enfance et la jeta dans un coin en criant que Dieu l'avait abandonnée. Un seul prêtre fut témoin de la scène, mais il reçut l'ordre de se taire. Dans la nuit du 3e jour de la fête du printemps, commença ce que les rapports appelleront plus tard la dernière crise. Son corps se cambra. De la mousse mêlée de sang sortit de sa bouche, ses yeux se révulsèrent. Les médecins lui versèrent dans la gorge une forte teinture d'opium, mais sa respiration devenait de plus en plus rare. Ses derniers souffles étaient accompagnés d'un sifflement semblable à un gémissement. Les témoins affirmèrent qu'à ce moment-là, son visage avait déjà perdu toute humanité. Sa peau avait pris une teinte marbrée. Ses lèvres étaient bleues et un liquide sombre s'écoulait de son nez et de sa bouche. La mort survint avant l'aube. Le corps fut immédiatement enveloppé dans un tissu imbibé d'une décoction d'herbe et, sur ordre du chef de la garde, transporté par une porte latérale afin d'éviter que la nouvelle ne se répande. Les embaumeurs travaillèrent à la hâte. En raison des œdèmes et de la décomposition, les entrailles commencèrent à dégager un liquide nauséabond qui imprégna le sol. Ils remplirent les cavités d'un mélange de sel, de craie pilée et d'herbe, mais ne parvinrent qu'à atténuer partiellement l'odeur. Au palais, une série de décisions rapides fut prise. Le Conseil des Anciens n'annonça la mort que 2 jours plus tard, expliquant ce retard par la nécessité de respecter le rituel. À ce moment-là, la garde avait déjà pris le contrôle du trésor et les clés des coffres secrets avaient été remises aux partisans de l'héritier. Le cousin, apprenant la mort, tenta de rassembler ses partisans, mais il fut arrêté et assigné à résidence. Les premières rumeurs dans la ville étaient contradictoires. Certains disaient que l'impératrice avait été assassinée, d'autres qu'elle était morte d'une maladie incurable. Dans leurs sermons, les prêtres qualifiaient son départ de volonté divine, mais discutaient entre eux, en chuchotant, que le métal qui guérit peut aussi tuer. Le peuple, quant à lui, accueillit sa mort avec une froide méfiance. Certains la pleuraient, d'autres espéraient que son départ mettrait fin aux impôts et aux lourdes corvées. Ce matin-là, alors que le cercueil de l'impératrice était transporté dans un cercueil fermé vers le temple, des négociations sur de nouvelles alliances étaient déjà en cours derrière les fenêtres du palais. Le pouvoir avait changé, mais le poison qui avait coulé dans son verre pendant tant de semaines restait le symbole de son règne, un mélange de peur, de croyance en de faux remèdes et de lutte pour le trône. Après la mort de l'impératrice, le palais se transforma en forteresse pendant plusieurs jours. Les gardes ne laissaient personne sortir sans autorisation écrite et toutes les portes de la ville étaient gardées par des gardes supplémentaires. On tenta de contrer les rumeurs selon lesquelles la mort était due à un empoisonnement en déclarant que la souveraine s'était humblement éteinte après une longue maladie. Cependant, ceux qui avaient vu son corps dans ces dernières heures connaissaient la vérité. Les taches sombres sur sa peau
et les tissus détruits ne laissaient aucun doute sur l'action du poison au mercure. Les funérailles se déroulèrent sans adieu public. Le cercueil ne fut même pas ouvert devant les proches parents. Les prêtres célébrèrent les offices funèbres dans la pénombre et on brûla tellement d'encens dans l'église que les fidèles étouffaient. Officiellement, cela s'expliquait par la nécessité de la pureté du rituel. Mais tout le monde comprenait que c'était pour masquer l'odeur de décomposition que ni les embaumeurs ni les encens ne pouvaient plus contenir. Le lendemain des funérailles, l'héritier, le jeune fils de l'impératrice, tremblant, entouré des conseillers de sa mère, fut conduit dans la salle du trône. Il fut proclamé souverain, mais le pouvoir réel passa immédiatement entre les mains d'un conseil de régence. Ce conseil, composé de vieux proches et des principaux commandants militaires, commença dès la fin de la première semaine à réécrire les lois, abrogeant de nombreux décrets de la défunte. Les impôts qu'elle avait instaurés pour financer les guerres furent particulièrement rapidement supprimés, ce qui apporta un soulagement temporaire aux commerçants et aux artisans. Cependant, les changements ont également entraîné le chaos. Le cousin de la reine, maintenu en détention, a réussi à envoyer des messagers à ses alliés dans les terres voisines, leur promettant des privilèges en échange de leur soutien dans la lutte pour le trône. Des troubles ont éclaté dans les régions frontalières. Les paysans refusaient de payer les impôts au nouveau gouvernement, arguant que l'ancien pouvoir leur avait promis la liberté. Cela a favorisé le soulèvement de révoltes qui, dans certaines régions, ont dégénéré en affrontements ouverts avec les garnisons. Les rumeurs se multipliaient dans les villes. Certains affirmaient que l'impératrice était victime d'un complot, d'autres qu'elle s'était lentement empoisonnée pour tenter d'atteindre l'immortalité. Les ecclésiastiques des différentes diocèses interprétèrent sa mort à leur manière. Certains y voyaient un exemple de punition pour orgueil, d'autres le départ martyr d'une femme vertueuse. Même les chroniques de la cour donnaient des descriptions divergentes. Certaines mentionnaient une longue agonie due à une maladie inconnue. D'autres, une faiblesse mortelle causée par des traitements excessifs. À l'étranger, la nouvelle de sa mort fut accueillie avec soulagement. Les ambassadeurs de certaines puissances écrivirent ouvertement à leurs souverains qu'il était désormais possible de mener leurs affaires sans craindre les caprices soudains si caractéristiques de la défunte. Cependant, les voisins craignaient que l'affaiblissement du pouvoir sous un souverain mineur ne donne lieu à des invasions militaires. Un mois après les funérailles, le corps de l'impératrice fut secrètement transféré dans un autre caveau. Officiellement, cela fut expliqué par des exigences rituelles, mais en réalité, la cause était la décomposition rapide des restes. Le mercure qui imprégnait les tissus accélérait la décomposition et même le sarcophage en pierre ne pouvait retenir l'odeur. Dans la mémoire populaire, son image était partagée. Pour certains, elle restait une souveraine sévère et inflexible, qui n'avait pas peur d'affronter ses ennemis. Pour d'autres, elle était un symbole de tyrannie, d'arrogance et de foi aveugle dans des moyens destructeurs. Son nom a longtemps été prononcé à voix basse et les conteurs ont transmis des histoires sur la façon dont, lors de ces dernières nuits, elle avait vu des fantômes venus chercher son âme. Mais le principal héritage de sa mort fut que plus personne à la cour n'osa utiliser le mercure comme remède. Ce métal, encore récemment considéré comme presque sacré en médecine, fut déclaré « substance maudite » et toute utilisation était punie comme une tentative d'assassinat. C'est ainsi que la tragédie personnelle d'une souveraine a changé la pratique médicale dans tout le pays, et avec elle, l'équilibre du pouvoir, laissant le trône entre les mains de ceux qui, dans les derniers jours de sa vie,
se tenait derrière des portes closes.